Merci d'avoir vu ce court-métrage. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment je l'ai fait avec 0 €, seul, en autodidacte, avec une demi-journée de tournage et surtout sans avoir fait une école. Avant tout, c'est une expérimentation, voire un test. C'est ainsi que je vous invite à découvrir comment j'ai fait ce petit court-métrage de 5 minutes. Bienvenue dans le making of d'Alter Combat. Commençons. Pour le scénario, je voulais faire quelque chose de simple, pas trop compliqué, mais facile à faire dans la gestion. Et c'est là où du coup j'ai écrit une séquence d'action. Une séquence d'action qui nécessite pas du tout de dialogue, donc on n'avait pas de problème de son. Quoique, ça, on y reviendra après. Pour ce court-métrage-là, même si j'appelle ça une expérimentation, j'avais deux références. J'avais Venom, bien sûr, I am Venom. et Overlord. Voilà, donc deux films complètement différents qui partagent le genre du film fantastique, mais dont les enjeux sont complètement différents, mais on va pas non plus rentrer dans l'analyse de ces deux films parce que ça reste quand même des films américains assez classiques. Bon ok, là j'avoue je suis un peu dans le jugement, mais voilà, c'était deux références visuelles que je voulais avoir pour ce court-métrage là, à la fois un film de fantastique avec des effets spéciaux, mais aussi un petit film de guerre. Après avoir écrit le scénario, j'ai voulu donc dessiner ce que j'avais en tête. Et du coup, j'ai fait un storyboard que j'ai fait sur 9 pages. Et pendant la conception de ce storyboard, j'ai constaté qu'en fait, l'écriture du scénario, en fait, changeait. Et du coup, j'ai écrit une nouvelle version avec quelque chose d'un peu plus simple, dans le sens où chaque image correspondait à chaque ligne. Et donc c'est là où c'est aussi important de faire un storyboard, ça permet aussi de découper ce que vous avez en tête et de permettre d'anticiper aussi le tournage. Le storyboard aide à préparer le tournage et donc optimiser la journée. Lorsque j'ai écrit le scénario, j'avais un accessoire en tête, c'était de faire un bras dans le style de Nosferatu, tout ce qui est diable, voilà, un truc, quelque chose, enfin, un bras de type horrifique, de type fantastique. Même si le bras n'apparaît pas dans le scénario, j'ai réussi à le fabriquer. Oui, j'ai utilisé une frite de piscine, des sacs poubelles et un gant pour faire la main que j'avais rempli avec du papier toilette. Ouais, je sais, j'ai pas du tout la photo, mais bon, est-ce que ça valait le coup? J'ai pas l'impression. Cependant, je voulais quand même fabriquer quelque chose. Du coup, j'ai créé la main que vous voyez dans le court-métrage, à défaut qu'elle ne soit pas parfaite. Je l'ai fabriquée avec 4 objets. Un gant, de la mousse, de la colle et de la peinture. Et tout ça pour moins de 2 €. Petit budget. Mais du coup, j'ai bien fabriqué ce gant-là et je vais vous l'expliquer comment. J'ai utilisé un gant noir. Ensuite, j'ai coupé de la mousse verte pour l'enrouler autour des doigts. Et je l'ai collé au bout des doigts pour vraiment faire une prolongation de ces membres-là. Et ensuite, la peinture que j'ai mis et au final qui s'est effrité parce que j'ai peut-être pas pris la bonne matière pour faire ces doigts-là. Je suis sûr il y avait sûrement des tutos pour le faire vraiment mieux et beaucoup plus réaliste. Mais bon, le petit côté on tente et on va voir, ça me plaisait bien. Et je trouve qu'en soi, le gant réussit à bien s'incorporer dans les plans d'ensemble, mais pas dans les gros plans. Il y a un plan où j'ai dû retravailler ce gant-là. Pour le tournage, j'ai fait quelque chose de simple, j'ai tourné dans une forêt, voilà. J'ai tourné dans une forêt en Bretagne et l'avantage de la forêt, c'est que personne ne vous entend et voit ce que vous faites. Ce qui donne des drôles d'idées comme ça, mais bon. Et au moins, on avait la liberté de faire ce qu'on voulait, sans être observé. Quand j'ai commencé le tournage et à me préparer psychologiquement, j'avais des plans qui allaient être faits en one shot, quoi. Par manque de matériel, parce que oui, je tourne avec la même caméra avec laquelle j'ai fait ce court-métrage, c'est-à-dire un Canon 1200D, j'ai oublié de réfléchir à certains plans que je voulais faire en une seule séquence, c'est-à-dire m'approcher d'un personnage et ensuite retirer, faire des gros plans, bon bref, ce que j'ai fait sur le storyboard. Et donc du coup, j'ai dû tout réécrire, j'ai repensé toute ma mise en scène pour faire quelque chose d'un peu plus dynamique, lié au montage, ce qui est aussi très bien pour
pour tenter, pour s'essayer à créer un autre rythme. Du coup, j'ai tourné avec 3 objectifs, le 35-80 avec lequel je tourne, mais aussi le 18-55 qui est du coup l'objectif classique avec lequel on tourne. Et pour quelques plans, j'ai aussi utilisé le 55-250 qui est un téléobjectif, un téléobjectif, et qui permet d'avoir des plans un peu plus beaux et parfois qui a été bien utile sur certains plans. Parce qu'un film ne se fait pas tout seul, même si j'ai fait pas mal de choses seul, j'ai surtout eu besoin de 3 personnes. Et j'ai utilisé 3 amis pour faire le court-métrage. Voilà, donc c'est mes potes qui sont dans le court-métrage. C'était une expérience qu'on refera peut-être, je sais pas, peut-être, on verra bien. Et donc du coup je vais vous les présenter. Il y avait Alexandre qui était à la fois à la régie et assistant caméra, qui n'a fait que la régie et pas vraiment de l'assistant caméra, mais qui était là pour m'aider. J'avais besoin de 2 acteurs, alors j'ai proposé à des amis qui sont passionnés par la guerre, Benjamin et Mathis, de se mettre en scène avec moi. Donc du coup de faire ce court-métrage là, et les costumes que vous voyez c'est les leurs. Ils sont passionnés par la guerre mondiale, par les guerres mondiales même, et le fait d'incorporer leur passion dans ce court-métrage, pour moi c'était la meilleure façon d'allier le plaisir et la passion. Revenons au tournage, on a tourné en automne, ce qui veut dire qu'il y avait un peu moins de soleil, donc ça réduisait le temps de tournage. On a tourné en une demi-journée, en à peu près 3 heures, et ça a nécessité une 3e réécriture, c'est-à-dire celle du tournage, où on a fait une 2e partie un peu plus à l'impro, quoi. À un moment, on a pris une pause, et donc du coup, ça a un peu plus fait en sorte que le tournage, il y a un peu moins de temps. Et donc, qui dit un peu moins de temps, dit réécriture. Et pour la 2e partie du court-métrage, ça se ressent qu'on a vraiment fait à la va-vite. Cependant, moi, dans les oublis que j'ai constatés, lorsque j'ai fait le montage après le tournage, c'est qu'il manquait des effets pratiques, du sang, de la terre, de la lumière, du feu, des oublis d'insert, et donc du coup ça rend un peu le court-métrage brouillon. C'est un peu ça le défaut que j'ai avec cette 2e partie là. Tout ce que j'ai listé, c'est effectivement des défauts inhérents à la création du court-métrage, des choses qu'on n'a pas pensé et que je n'ai pas pensé. Cependant, il y a aussi un autre défaut que je voudrais noter, c'est que Mathis, lui il arrête pas de sourire en fait pendant le tournage, et ça j'ai constaté ça en regardant les rushs. Pourquoi il a pas arrêté de sourire? Parce que il était content de faire un court-métrage, bon ça c'était cool, mais la 2e partie c'est que moi j'avais pas de retour caméra et j'ai peut-être pas fait assez de prises pour me permettre de choisir les bonnes. Alors oui, effectivement, j'ai un peu merdé sur la direction d'acteur, mais au moins je le reconnais, ça rend un peu plus le court-métrage un peu plus drôle, alors que c'était pas l'intention de départ. Après le tournage vient le montage, et là ça a été une autre partie, et ça va être la partie la plus longue. Déjà pour le montage, j'ai fait à peu près 1 heure voire 2 heures de montage par jour après le travail, et tous les week-ends. Mais surtout c'est que j'ai fait le montage pendant à peu près 1 mois et demi, et ça, je dois reconnaître que ça a été quelque chose d'assez dur à faire, mais hyper intéressant, parce que du coup j'ai tout fabriqué moi-même. Avant de m'occuper des effets spéciaux, j'ai dû faire un dérush et faire une première version du montage qui s'appelle l'ours. Déjà sur 3 heures de tournage, on a tourné 16 minutes, et sur ces 16 minutes là, quand j'ai fait l'ours, du coup la première version, j'avais à peu près 7 minutes de rush utilisable, voilà, pour au final faire un court-métrage d'à peu près 5 minutes 20. L'ours, bien sûr, qui est la version provisoire et même de travail, permet de voir les prises qu'on apprécie le plus. Et là, je dois reconnaître que j'ai vraiment pris les prises que j'aimais le plus, les plus intéressantes. Et franchement, c'est très drôle de voir comment certaines idées, quand on est un peu en impro, parce que oui, quand on a fait le tournage, on n'a pas du tout fait de répétition, on a vraiment tourné aussi à l'arrache, ce qui rend peut-être le travail un peu plus bordélique, mais qui rendait aussi l'expérience un peu plus de la découverte, ce qui aussi symbolise bien le court-métrage que j'ai fait. Donc moi je reviens à mon histoire d'ours, et l'ours, ça m'a permis aussi de déterminer des plans VFX à faire. Et sur 40 plans, j'en ai fait 17. À peu près la moitié des plans que vous avez vus,
il y a des effets spéciaux, petits comme grands. Si les effets spéciaux existent, c'est grâce au site Footage Crate, qui du coup a une base de données de plein de vidéos faites pour les effets spéciaux. Vous pouvez trouver plein de choses, et je dois reconnaître que c'est là où j'ai un peu préparé mon truc aussi en amont. En allant sur le site, j'ai récupéré toutes les vidéos que je voulais. Et ensuite adapter ma mise en scène avec les différentes vidéos que j'avais sur mon disque dur. Et à partir de là, j'ai pu développer certaines choses, d'autres non. Et l'avantage aussi de faire un court-métrage dans cette sphère-là un peu plus amateur et de bien préparer les effets spéciaux, ça permet aussi d'anticiper les réécritures sur le tournage. Donc du coup, j'ai eu par chance l'intelligence même de pouvoir faire un court-métrage sans me poser la question des VFX, vu que je les avais déjà tous en tête avant de commencer le tournage. Bien sûr, les effets spéciaux, en 1 mois et demi, ils ont évolué. Il y a eu des plans qui ont été annulés, et parce qu'ils ont été trop durs, ou soit en fait, ils ne servaient à rien par rapport au storyboard que j'avais. Et donc, il y a un peu 3 types de plans. Il y a le plan annulé, il y a le plan où j'ai fait une première version qui n'a jamais été retouchée depuis, les plans un peu plus simples, et surtout il y a eu les plans où j'ai changé de version, voilà. L'ordre des plans que je vais vous présenter reflète l'ordre dans lequel j'ai fabriqué ces plans via After Effects. Le premier plan est un plan raté, je l'ai annulé parce que j'avais des difficultés à utiliser la position, donc pour traquer les doigts et faire quelque chose d'assez beau. Donc du coup ça a été un plan qui a été annulé. Par contre j'ai utilisé Keylight pour détourer, pour enlever le fond vert de ces vidéos que j'ai trouvé sur Footage Crate. Le plan 2, c'est qu'il y avait des veines de trop. C'est un plan qui a été assez difficile à trancher, dans le sens où c'était quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Donc du coup, il y a eu des veines qui ont été enlevées entre les deux versions, mais par contre j'ai laissé les muzzle shots, et vous allez voir qu'entre ces deux plans, il y a le placement d'un des muzzle shots qui est un peu mieux que l'autre. Le troisième plan est un calque par rapport à la rotoscopie, avec l'ajout d'un remappage temporel pour faire varier la vitesse, et aussi l'ajout très important du motion blur pour le flou, pour la vitesse de mouvement, pour rendre quelque chose un peu plus invisible tout en étant visible à l'écran. Quelque chose qui soit très vite effrayant. Le plan 4, ça a été la position de la tentacule qui a changé. Et effectivement, je trouve que le bout de la tentacule qui s'approche du visage de Benjamin rend quelque chose de plus intéressant. Cependant, j'ai utilisé la rotoscopie pour détourer la main, mais aussi du motion blur pour rendre le flou de mouvement. Le plan 5, j'avais plusieurs choses. Il y avait plusieurs calques, y compris par rapport aux veines, à la rotoscopie, aux tentacules. Le gant s'était effrité entre quelques prises, et du coup pour rendre cette texture encore noire et pour éviter de voir le vert de la mousse, j'ai redessiné ce gant là et j'ai fait un masque pour enlever cette tache qui a été décollée. Donc effectivement ça donne un résultat moins organique, moins vrai, mais ça me permet logiquement de masquer certes, même si on voit encore cette petite tache. Le plan 6 a été un plan annulé. Pourquoi ? Parce qu'au final j'arrivais pas à le faire. Je voulais le pistolet dans la pupille, et comme sur le storyboard, j'ai pas réussi à le faire. Alors j'ai utilisé une solution un peu plus subliminale dans le court-métrage, c'est-à-dire faire une coupe assez brute avec un effet sonore assez intense. Mais effectivement c'est quelque chose que j'ai mal anticipé, mais je trouve que l'effet fonctionne. Le plan 7, ça a été le rajout d'un tremblement dû au plan précédent qui a été en fait un oubli sur une des premières versions du montage. C'était donc le jet de la grenade, et j'ai fait quelque chose de différent sur ce coup-là. Et donc j'ai rajouté des tremblements entre deux explosions. Cependant, j'ai aussi rajouté pas mal de flou parce que j'ai fait une mauvaise mise au point. Je pensais avoir une bonne mise au point, et donc du coup je trouve que ça rendait le plan moins net, donc moins intéressant à voir. Alors pour compenser
tout ce petit problème, j'ai décidé de rendre tous les ajouts, tous les calques flous. Le plan 8, ça a été l'ajout de la fumée, très simple, mais aussi l'ajout de la rotoscopie pour caler le muzzle shot. Comme ça, au moins, j'étais sûr de l'emplacement de cette petite flamme. Le plan 9, alors là, j'avoue, il y a eu plein de versions. Il y a une version moins floue et une autre version beaucoup plus floue. Cependant, c'est les mêmes, dans le sens où j'ai mis plein de calques, j'ai presque tout mis, tout ce que j'avais, pour rendre quelque chose qui enveloppe la vue du personnage. Voilà, donc ça c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai vraiment réussi, que je voulais faire, que je trouve pas si parfait, mais qui rend le plan assez agréable à suivre. Le plan 10, alors attention, là le plan 10 pour moi c'est ma plus belle réussite. Ça a été un plan séquence, ouais, on l'a tourné 6 fois, je voulais peut-être pas expliquer aussi dans la mise en scène, mais là, sur ce petit schéma que j'ai fait sur Paint, j'ai utilisé le trépied, mais aussi la bandoulière de la caméra pour avoir le plus de stabilité. Donc du coup, j'ai vraiment fait ça un peu à l'arrache. Je trouve que ça rend hyper bien, que ça m'a économisé 40 balles parce que je voulais acheter aussi un outil, et au final, j'en ai pas eu besoin. Alors j'ai utilisé les moyens que j'avais, et je trouve que le rendu est très bien. Cependant, ce plan-là a été modifié 3 fois. Il y a eu un essai pour un premier plan et bizarrement, je sais plus ce que j'ai foutu avec, j'ai plus aucune trace, donc je sais même plus quel plan je voulais modifier. Cependant, il y a un deuxième plan où il y a eu plusieurs versions. Il y a eu déjà le tracking du caillou et du faux sang, parce que j'ai oublié de mal positionner le caillou et surtout le faux sang aussi, parce que j'avais acheté une bonbonne et je l'ai même pas utilisé parce que à cause de la réécriture en plein milieu du tournage, j'ai pas réussi à trouver le moyen de faire quelque chose de réaliste. Alors vient du coup l'idée de l'effet 1917, c'est-à-dire avoir un seul plan mais 2 moments différents, et donc du coup jouer sur cette même continuité même s'il y a un léger décalage. Donc du coup j'ai fait un peu l'effet 1917, et donc en gros j'ai juste fait passer Benjamin devant et j'ai profité d'un moment de flou de mouvement pour faire la transition, même si comme je l'ai dit tout à l'heure il y a un léger décalage parce qu'on voit quand même l'effet. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé avec l'effet de la séquence continue. Pour la rotoscopie, j'ai sélectionné Benjamin et j'ai profité du flou de mouvement que j'ai glissé juste en dessous. Troisième plan, et pas les moindres, c'est le muzzle shot. Ouais, effectivement, j'ai utilisé 3 muzzle shots pour le dernier plan, c'était vraiment quelque chose de simple, mais bon, au moins, ça, c'est fait. Petit détail, effectivement, quand il s'agit des armes à feu, j'ai pas fait des détails de type la balle qui sort. Donc voilà, donc effectivement, c'est un détail que j'aurais dû peut-être faire, mais bon, ils n'existent pas. Là, j'ai 3 plans. Le plan 11, 12 et 16. Là, c'est vraiment de la rotoscopie, du motion blur et de la vitesse avec la multiplication de calques. Comme pour les plans 13 et 15, où c'est l'insertion de mode de terre pour l'impact des balles. Le plan 14, c'est vraiment de la rotoscopie, mais aussi un muzzle shot. Et surtout, le plan 17, c'était une version qui était déjà étalonnée. Le plan 17, c'est vraiment une version où j'avais déjà travaillé sur une version étalonnée. Et donc du coup, j'ai retravaillé l'étalonnage qui était déjà existant via After Effects. Et pour ce plan-là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Ça a été la rotoscopie du bras et un calque par rapport à la tentacule que j'ai placé derrière le bras. Voilà, et tout ça dans la même continuité du plan. Au moins j'ai vu ce que j'arrivais pas à faire, mais au moins j'ai réussi à faire ça avec le matériel que j'avais. C'est le but d'un court-métrage amateur, c'est de faire quelque chose avec ce qu'on a. Et oui, donc du coup, comme moi j'ai parlé des effets spéciaux, il y a plein de vocabulaire que j'ai utilisé. Par exemple, la rotoscopie, ça permet de relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour la transcrire en forme et en action. Donc en gros, pour moi, ça me permettait d'ajouter des calques et insérer des choses entre ces 2 calques. Et je trouve que la méthode de la rotoscopie pour créer des histoires, parce que du coup, en faisant ce court-métrage-là, j'ai eu 2 idées d'histoire et de comment je pourrais utiliser la rotoscopie, même si ça a été utilisé par exemple dans L'Amour ouf récemment. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'effet 1917. Alors, c'est le nom d'une transition que je me suis un peu approprié, mais l'effet de passer un objet face à un autre et de fabriquer une transition avec, voilà, c'était un peu un petit hommage que je voulais faire et que j'espère
a pu fonctionner. Voilà, moi j'en suis très fier. En tout cas, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et pour finir, le muzzle shot qui permet du coup l'ajout de flammes sortant de canon. Voilà, c'est très simple. Bon voilà, vous tirez, il y a un muzzle shot. Voilà, il y a ça dans toutes les productions. C'était un outil que je connaissais bien avant. Par contre, j'avoue que je dois reconnaître que je suis pas non plus allé dans le détail, dans le sens où j'ai pas du tout utilisé le détail de la balle qui sort du canon, ou même de la voilà, enfin il y a plein de détails que j'ai pas du tout fait liés aux armes à feu. Sinon, pour vous parler d'un petit défaut, dernier plan, il y avait un plan où je voulais rajouter une tentacule et en fait non, parce que je trouvais ça pas terrible, et surtout on est omnimulé par l'action qui est donc ce coup de poing là. Donc il y avait ce plan là où je pensais rajouter un effet 3D. Bon voilà, c'était pas terrible. Je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas le point il existe. C'était vraiment pour démarrer la séquence d'action. Je ne sais pas si j'ai bien fait de garder ce plan là ou pas, mais sachez que je suis fier de quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'introduction, parce que dans les premiers jets, je voulais avoir une introduction qui soit assez haletante, bien sûr, qui a été complètement écrite au montage. Dans cette introduction là, il y a aussi un bruitage de l'espace. Il y a le bruitage d'un portail qui vient de Stargate. The same material as the Stargate. Pas de Star Trek. Ni de Star Wars. Mais de Stargate. Star Trek, Star Wars. They need an exotic location to shoot. Et donc du coup, j'ai utilisé cette référence-là pour vraiment faire la transition, que le personnage principal, donc Benjamin, qui soit dans un autre monde. Voilà, très bien, merci. Au revoir, les effets spéciaux, c'est fini. Mais j'ai pas encore fini parce qu'on va parler du son. Désormais, on va parler du dernier truc, c'est-à-dire le son et les bruitages. Déjà, tous les sons que vous avez, je les ai trouvés sur Pixabay. C'est un site de musique, voire aussi de bruitage, surtout de bruitage là pour cette partie-là. Libre de droit, donc vous avez plein de choses et franchement il y a ce qu'il faut. Il y a même des bruitages d'ailleurs qu'on entend dans certains films. En faisant du coup ce court-métrage là, j'ai constaté des bruitages qui étaient identiques aux miens et tout ça. Donc ça aussi c'est très drôle de savoir que ce que j'utilise c'est utilisé par Hollywood et le cinéma français. Bref, pour vous dire que en tout cas qu'on soit un professionnel ou un amateur, logiquement tous les sons qu'on a, vous les avez déjà entendus. Il y a une séquence, point de vue à la première personne, qui est hyper intéressante. Parce que pour cette séquence-là, j'avais besoin d'un son qui était spatialisé. Pour moi, dans ma tête, ce plan-là, il était de se retrouver dans la tête d'un personnage qui ne sait pas où il est. Et pour faire cette spatialisation, j'ai utilisé une blinde d'effets sur tous les bruits, sur tous les sons, qui était quelque chose d'assez spécial, même sur la musique aussi, que j'ai un peu plus... alors moi j'utilise le terme mouflé, mais c'est plus dans le sens d'enfermer une personne, un objet, voilà, et donc qu'il entende différemment, et du coup tout ce travail-là de spatialisation était hyper intéressant à faire. Par contre, en plein milieu du montage, je me suis retrouvé avec une autre difficulté, comment faire parler mes personnages alors qu'ils ne parlent pas. Et c'est là où du coup j'ai utilisé toutes les banques de sons sur 3 choses. Les soufflements, les bruits d'extraterrestres et les cris. Donc du coup, tout ce que vous entendez, c'est vraiment des banques de sons. C'était un vrai travail parce que fallait trouver vraiment le son qui correspondait, le caler au bon moment, même si ça c'est pour faire parler les personnages, même caler le bruit d'une branche qui craque, et de bien le caler avec un pas et tout ça, c'était hyper minutieux. Mais en tout cas, un des défauts que j'ai par rapport à ce court-métrage là et qui se retrouve sur le son, c'est la gestion des arrivées et des sorties, que ce soit des bruitages ou même des bruits de fond, où en fait je me suis retrouvé avec des problèmes de gestion, surtout liés avec la deuxième partie de réécriture que j'ai eu sur le tournage. La musique est une autre étape de la conception d'un court-métrage, et pour ce court-métrage-là, j'avais comme référence la musique d'Overlord, à la fois très militaire, mais aussi très effrayante. Quand j'ai fait le montage, quand j'ai fait les premières versions, j'ai utilisé la musique de Jed Kersel, qui est le compositeur d'Overlord. Comme ambiance, c'était idéalement ce que je recherchais. J'ai fait une version, je suis même allé jusqu'à demander l'autorisation
de Jed Kersel pour l'utilisation de la musique, ce qu'il a refusé évidemment, mais au moins je tentais. C'était effectivement un peu trop ambitieux de ma part, mais au moins j'ai tenté. Refus. Cependant, ça a servi de bonne base pour l'accompagnement musical du court-métrage. Il y a des versions qui existent avec la musique de Jed Kersel que je ne montrerai jamais, mais en tout cas, voici à peu près l'ordre de l'utilisation de ces musiques. Pour résumer, j'ai demandé des droits, j'ai eu un refus. Comment faire alors pour utiliser d'autres musiques? Je suis allé voir sur Pixabay. Ouais, je sais, j'ai refait le même truc par rapport au bruitage et au son d'ambiance, et j'ai décidé de réutiliser toutes les musiques libres de droit de Pixabay. Entre temps, j'ai même essayé de faire une pseudo-musique composée par une IA, Suno, mais le résultat était pas très beau. Déjà d'une parce que Suno en fait utilise le même type de sample et que au final c'est pas très organique. Si vous voulez faire des courts-métrages, prenez des musiques libres de droit. C'est vraiment le meilleur truc que je peux conseiller. Bon, la musique c'est sympa, mais vient le mixage, parce que il faut bien savoir mixer le son. Le son, il a été maintes et maintes fois retravaillé par mes propres soins bien sûr. Mais surtout, j'ai fait un travail par rapport à la spatialisation, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre le moins de décibels par rapport à un sujet qui est loin de la caméra, tandis que j'ai augmenté les décibels quand le sujet était proche de la caméra. Voilà la démarche que j'ai eue quand j'ai dû faire le son. Après, quand je parle du son, je prends en considération 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que j'ai une première couche de son liée à la musique d'ambiance. Deuxièmement, les bruitages spécifiques aux actions. Et par la suite, la musique. J'ai effectivement retravaillé toute la musique, tous les sons pour rendre crédible l'histoire. Et je trouve que franchement, avec ce que j'avais, qui est disponible sur Internet, je me suis plutôt bien débrouillé. Pour finir, le son d'ambiance, c'est bien sûr l'habillage sonore. Oui, bon, effectivement, on pourrait croire que c'est que du son. Mais non, parce que j'ai rajouté un bruit de vent, un bruit de forêt, un bruit des deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources sonores que, au final, ça permet vraiment de rendre le tout un peu plus réel. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le problème que j'ai avec le son, c'est effectivement les arrivées et les sorties et la gestion des différents types de sons et comment les relier entre eux et de faire quelque chose d'assez organique sans non plus sonner trop faux. Vient la dernière étape, l'étalonnage, c'est-à-dire que j'ai tourné en lumière naturelle, j'avais que ça comme lumière. J'ai bien réussi à éclairer certaines zones, à rassombrir d'autres. Et d'ailleurs, l'étalonnage, c'est pas non plus ma grande qualité. Bien sûr, quand tout cela était presque finalisé, j'ai laissé un petit temps de repos, histoire que le court-métrage prenne un peu plus de force, de maturité, comme le vin. Et ensuite, de pouvoir me permettre certains changements. Et effectivement, dernière phase de changement, j'ai pas changé grand-chose. Je conseille fortement de laisser 2-3 semaines, peut-être voire un mois, peut-être 1 mois et demi, le temps qu'un court-métrage puisse respirer, puisse développer de la maturité. Bien sûr, je parle du court-métrage, mais je parle de vous en tant que metteur en scène ou peut-être dans un autre domaine, de se permettre certaines pauses, certains répits avant de reprendre un potentiel changement sur le court-métrage. Néanmoins, je rajoute que j'aurais peut-être dû faire des reshoots, dans le sens où j'aurais dû faire des inserts, mais je voulais quand même avoir ce sentiment d'amateurisme et pas de faire quelque chose de trop parfait. Ouais, je sais, c'est un peu con comme ça, mais au moins, je me suis permis d'expérimenter, comme je l'ai dit au départ. Il faut passer au bilan, et pour conclure, je dois reconnaître qu'un court-métrage, en fait, déjà d'une, ça prend pas mal de temps. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et surtout, c'est que faire tout ça tout seul, c'est une masse de travail hallucinante. Je pensais pas... Déjà, je pensais pas réussir ce que je voulais faire avec les moyens que j'avais. Je suis quand même content du résultat. Si je l'ai mis en ligne, c'est qu'il y a une raison quand même. Faire un court-métrage, en fait, c'est chaud
à faire tout seul, mais je trouve ça tellement intéressant. Surtout quand, dans mon cas, j'ai pas fait d'études, donc je sais pas ce que c'est en fait avoir une équipe avec moi, mais savoir donner des ordres, parce que je suis quelqu'un d'autoritaire. Non, je suis pas quelqu'un d'autoritaire, mais voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment de se permettre des choses qu'on ferait pas ou qu'on ferait différemment, de laisser aussi. Et surtout, je pense qu'il faut pas être dans le contrôle, de se dire tiens, on n'a pas le temps, il nous manque quelque chose, et va falloir soit réécrire ou soit refaire des choses, ou soit se permettre de raccourcir quelque chose. Et c'est ça aussi, je pense, la force d'une gestion, c'est de quand on est tellement bien préparé qu'on peut se permettre de tout refaire à la fin et à la dernière minute. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait et je suis plutôt content de comment je me suis débrouillé à le faire. Bon, par rapport à la qualité du court-métrage, effectivement, il y a plein de défauts, c'est très amateur, mais je trouve que, là je l'ai mis en ligne, donc faut pas non plus s'attendre à de la super qualité quand, surtout, j'ai été tout seul à le faire, mais au moins j'ai osé faire quelque chose, j'ai tenté des choses, je me suis permis de faire deux, trois folies comme ça, voilà. Mais c'était super intéressant et franchement, j'aimerais faire d'autres courts-métrages et c'est là où en fait j'ai envie de vous parler de la suite. Déjà, franchement, j'ai envie de faire tellement plus de courts-métrages, de les autofinancer ou de faire des cagnottes participatives. Bref, en tout cas, de faire des choses, surtout quand j'aurai le temps en fait, de me donner le temps aussi de le faire bien, de le faire correctement entre 2 week-ends. J'ai envie de le faire, mais je pense qu'il me faudra pas mal de temps pour créer une bonne équipe, de gérer du monde. Le but de cette chaîne, c'est de faire un court-métrage, en faire un making-of et vous parler de ce que c'est en fait, et des intentions de mise en scène. Et bon, par exemple, là, vous l'avez peut-être vu, mais là, j'ai un script, j'ai des notes que je regarde directement. Là, c'était la première vidéo, c'est normal, mais le script, un peu d'impro, et vous expliquer comment j'ai fait certaines choses. D'ailleurs, une de mes inspirations, c'est la chaîne YouTube de Fred Grivois, un réalisateur qui a fait des séries et des films, et franchement qui, à chaque fois, fait un contenu de dingue par rapport à ce qu'il fait. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant sur ce point-là, de rendre accessible le fait de faire un film, et d'avoir presque des masterclass en ligne. Après, il y a plein de chaînes YouTube qui font et qui développent tout cet aspect de la création audiovisuelle. Avant de se quitter, je voudrais aussi parler de quelque chose moi, qui m'est personnel. Avant de regarder des films, le cinéma pour moi c'est ma passion primaire, c'est presque primordial dans ma vie, voire peut-être un peu obsessionnel, mais moi je suis un passionné d'écriture, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films, et j'ai écrit surtout beaucoup de scénarios depuis quelques années. J'ai commencé quand j'étais assez jeune, j'avais 15 ans, c'était en 2017. Et en fait, moi, mon but plus tard, c'est de faire des films, en fait. C'est d'écrire et de réaliser des films. Pour être honnête, je suis sur un scénario de long métrage que je trouve passionnant, qui parle de sujets qui me sont chers, de gens qui me sont chers. Donc, j'ai pas non plus trop envie de vous teaser ça, parce que je sais pas si un jour ça viendra, ce scénario-là, mais en tout cas, je fais tout en mon pouvoir pour essayer de faire des films, comme des milliers de jeunes d'ailleurs, et qu'on n'est pas seul d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont passionnés de cinéma comme moi, et qui sont aussi seuls, parce que j'ai une pensée aussi des personnes qui, dans leur vie, ont eu des parcours assez différents et qui n'ont pas pu rencontrer des gens aussi passionnés qu'eux. Donc j'ai une pensée aussi pour eux, et je sais que j'ai pas fait grand chose et que j'ai peut-être pas la maturité ou ni le recul nécessaire pour parler de sujets que je maîtrise pas, mais en tout cas j'ai une pensée pour ces jeunes qui, comme moi, j'ai 22 ans, qui veulent faire des films mais qui n'y arrivent pas trop et qui ont du mal à se lancer. Donc autant se lancer même si c'est nul, la preuve, et de tenter. Là je vous parle de scénario, de réaliser des films,
c'est mon objectif personnel, mais j'ai envie de dire, en vrai, je fais de mon mieux, j'essaye. Peut-être qu'on se reverra dans une autre vidéo, peut-être que, là je vous l'annonce comme ça, mais quand j'ai écrit le court-métrage d'Alter Combat, en fait j'ai développé des thèmes, j'ai écrit un résumé pour un potentiel scénario de long-métrage, et ouais, c'est un sujet qui peut être tellement bien, la guerre, le fantastique, voilà quoi, j'ai une petite idée de scénario de long-métrage, peut-être que ça n'existera pas, mais voilà, ça existe. Désormais, j'ai une chaîne YouTube qui parlera de cinéma et de création, qui continuera peut-être dans le temps, je sais pas, c'est le premier prototype, on verra avec le temps. Et en vrai, j'ai pas envie de vous embêter avec ça, parce que là je suis un peu parti en impro, mais sachez que je vais faire des films, voilà, je sais pas comment, ni quand, mais je le ferai. On va essayer de tenter quand même, hein. Alors pour finir, je tenais à vous remercier d'avoir suivi ce making-of qui a soit été un peu trop long pour vous, soit peut-être bien trop court si vous avez trouvé des choses qui étaient intéressantes. Sachez que je vous remercie d'avoir cliqué sur ce making-of et sur ce court-métrage qui, au moment où je tourne, rencontrera peut-être un succès. Et pour clôturer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et à me dire si vous avez vraiment envie d'avoir un peu plus de contenu, avoir un peu plus de court-métrage, voilà. Je pense que ça sera le meilleur facteur pour me donner du moral, pour me donner du courage. Et j'espère qu'on pourra se retrouver, et à une prochaine.